Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Et tu vas avoir cette semaine à Contact quelqu'un qui est vraiment dans l'actualité, qui va être une vedette en fin de semaine. Qui est une vedette depuis plusieurs années parce qu'on parle beaucoup de lui ici en France. Il était aux côtés du général chargé de la reconstruction dans un temps record de Notre-Dame de Paris, Philippe Villeneuve, est l'architecte en chef responsable des monuments historiques. C'est quelqu'un qui a Notre-Dame de Paris dans la peau. Très littéralement, la flèche est tatouée sur son avant-bras, des roses dans son dos, des gargouilles aussi. Il tripait Notre-Dame de Paris quand il était jeune. Certains rêvent d'être cosmonaute ou pompier. Lui rêvait d'être architecte en chef. Sa vie commence littéralement avec la construction d'une maquette de Notre-Dame de Paris quand il est tout jeune. Donc, une entrevue très personnelle sur cet homme que j'ai cueilli la semaine dernière alors qu'il remettait très officiellement la cathédrale aux autorités parce que son travail venait à peine de se finir. Je pense que nous avons peut-être un extrait. On écoute. Je suis comme si j'avais préparé un repas et on attend les invités, tout est prêt. Et en me disant, bon, ça va, il manque pas un verre, une fourchette, là, il manque pas un caillou, un vitrail, tout va bien, une prise de courant, voilà. Vous êtes l'amphitryon parfait. Et je sais pas, mais je suis un peu dans cet état d'esprit. Et j'espère que je vais voir dans leurs yeux ce que moi j'ai dans les yeux, c'est qu'est-ce que c'est beau. Et je dis pas qu'est-ce que c'est beau, c'est moi qui l'ai fait, je dis qu'est-ce qu'elle est belle. Et vous êtes amoureux, hein? Ah oui, complètement, oui. Non, ça se voit. C'est horrible. Mais ça se voit, mais tant mieux. On n'aurait pas voulu confier cette dame à quelqu'un qui ne l'aime pas parfaitement. C'est beau la passion quand même. Oui, et c'est une passion qui est, on en parle dans l'entrevue aussi, celle de ceux et celles qui ont travaillé à reconstruire la symphonie du talent. À une époque où, je dirais, on est souvent à flirter avec la médiocrité, où le plaisir du travail bien fait n'est pas nécessairement ce qui est le plus valorisé. Qu'est-ce qu'on a fait à Notre-Dame? On a fait la preuve de l'impossible, c'est-à-dire que ces piliers de la terre, que sont les cathédrales, bâties par des gens qui, depuis des générations, se passent le témoin de la compétence, du savoir-faire, ces gens-là existent toujours en France. C'est aussi comment on est allé cueillir, couper 1000 chênes dans des forêts ancestrales pour redonner une structure à Notre-Dame. C'est la fête de ce talent qui est célébrée aussi cette semaine. Et c'est ce qui va être bizarre, parce que là, en fin de semaine, tu vas avoir Emmanuel Macron qui va parler de la force de la France, de la grandeur de la France, de cette preuve de résilience, de reconstruire dans un délai comme ça Notre-Dame de Paris, alors que dans le fond, il va être, lui, au cœur d'une crise politique épouvantable, gouvernement renversé. Certains disent c'est même Macron qui devrait même pas finir son mandat, partir avant le temps. Il arrive quoi avec la crise politique? C'est quoi les options maintenant? Je trouve que ton segue, ta transition est parfaitement juste parce qu'on parle de la structure, sinon de l'architecture politique et économique en France. Si on a su restaurer... Oui, c'est exactement. Si on a su restaurer avec génie en un temps record la cathédrale, on n'a pas restauré ou commencé à restaurer les finances publiques et c'est un peu le constat parce que de part et d'autre, à gauche, à droite et au centre même mollement parce qu'on a appuyé mollement le budget de M. Barnier, personne n'est prêt à faire les choix difficiles, personne n'est prêt à poser les questions sur ce qu'il devra falloir faire. Et demain, ça va être encore plus difficile que ce l'était hier. C'est un échec lamentable du politique français. C'est un échec à l'endroit de ceux qui vont venir derrière, parce qu'on n'a pas commencé à se retrousser les manches. Les choix vont être extraordinairement difficiles, parce que augmenter les taxes et impôts, c'est le réflexe facile. Ça a été beaucoup fait en France. C'est probablement un des pays de l'Europe où la réglementation et l'imposition des particuliers comme des entreprises est le plus élevé, le plus contraignant.
Donc, cette solution facile de presser le citron de ceux qui peuvent payer, elle est déjà pas mal à la limite. Il faudra donc faire ce qu'on ne sait pas faire en France, c'est-à-dire déconstruire dans ce cas-ci, démonter une partie de l'État de ses dépenses pharaoniques qui font qu'on est à vivre une situation très, très, très difficile. Ouais. C'est ça qui est dur à faire. T'sais, normalement, pour faire ce genre de job-là, de ce que tu as appelé des choix difficiles, c'est là que ça te prend un gouvernement majoritaire, un parlement majoritaire, c'est une équipe solidaire qui dit, là, regarde, on attache notre bretelle, notre ceinture, on y va. T'sais, on fonce. Mais là, essayer de rallier la gauche, la droite, l'extrême, c'est pas facile de faire ce genre de ralliement-là autour d'un programme aussi dur. Et ce qui est le plus embêtant, c'est que la droite, qui est aujourd'hui infréquentable, celle de Mme Le Pen, qui est le premier parti de France avec 143 députés à l'Assemblée nationale, est une droite du guichet social. C'est-à-dire que c'est pas une droite traditionnelle conservatrice qui s'intéresse aux dépenses publiques. Aujourd'hui, tu as probablement plus de communistes chez Mme Le Pen qu'il en reste au sein du Parti communiste. La gauche et l'extrême gauche française est une gauche identitaire. 69% de la communauté musulmane, c'est pas un reproche que je leur fais, c'est une statistique lourde de sens. 69% de la communauté musulmane a voté pour M. Mélenchon pour les insignifiants. Parce qu'il est pro-palestinien et tout ça. Parce qu'il est, oui, et plein d'autres choses, parce qu'il s'est fait la voix de gens qu'on n'entend pas. C'est un choix. Il faut voir aussi que la communauté est lourde en France. C'est 7-8 millions d'individus. C'est du clientélisme. Mais donc, cette gauche n'est plus nécessairement la gauche de la lutte des classes d'une autre époque. Et la droite, l'extrême droite, qui pourrait devenir un partenaire, si seulement il n'y avait pas ce cordon sanitaire qui font qu'on est obligé de se pincer le nez pour les gens de la droite traditionnelle lorsqu'on s'adresse à Mme Le Pen, mais cette extrême droite, elle est sur la question des dépenses, sur la question des finances publiques, très prolixe. Donc, ça va devenir vachement difficile. Puis évidemment, personne. Est-ce que tu connais un parti politique qui a envie de dire à ses électeurs, on va serrer la ceinture? La réponse, c'est non. Puis en France, encore moins, où les gains sociaux obtenus de haute lutte depuis le Front populaire en 1936 font que ce pays aujourd'hui est un peu obèse de tous ces avantages-là. Ouais. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, une nouvelle qui est un peu passée sous le radar, mais le premier ministre anglais, premier ministre de gauche, qui a fait une sortie surprenante, là? Alors, je voulais en parler la semaine dernière, on n'a pas eu le temps, puis je pense que c'est quelque chose qui est un marqueur à noter important. Peut-être que nous y reviendrons davantage. Keir Starmer, qui est le premier ministre nouvellement élu du Labour, les travaillistes. Alors, c'est une gauche molle de centre, une gauche de gouvernement, une gauche capable, disons, de tous les arbitrages pour obtenir le pouvoir. Ça ressemble aux sociaux-démocrates allemands, ça ressemble aux libéraux canadiens. Mais cette gauche, donc, même si elle est un peu molle, qui traditionnellement, sur la question des frontières, sur la question de l'immigration, était plus sensible, a fait le procès des conservateurs qui les ont précédés. M. Starmer, la semaine dernière, disait « Le gouvernement conservateur de Boris Johnson et de son successeur ont mis en place une politique des frontières ouvertes. Si le bilan migratoire de la dernière année comptabilisée, on parle d'1 million, bilan migratoire net, 1 million d'individus qui se sont ajoutés à la population du Royaume-Uni. Puis là, on parle d'immigrants légaux, mais aussi des irréguliers, et c'est beaucoup de monde. Si c'est ce qu'aujourd'hui on constate, c'est pas parce qu'il y aurait eu une erreur aux manettes, c'est pas parce que le gouvernement conservateur aurait mal fait la job. Keir Starmer va beaucoup plus loin. Il dit c'était délibéré, c'était une politique des frontières ouvertes que je veux combattre. Donc, c'est la gauche qui reprend le discours d'une droite traditionnelle. Il faut se rappeler qu'il est allé voir Mme Meloni il y a quelques mois, qui était l'incarnation du diable, du mal absolu il y a quelques mois. À gauche, première ministre d'extrême droite, disait-on, chez les Italiens. Et qui, elle, a mis en place une mesure, entre autres, ou des mesures de remigration, c'est-à-dire que les illégaux, les irréguliers qui arrivent, sont immédiatement renvoyés vers les pays desquels ils viennent. Et il y a même eu avec l'Albanie, parce que ça passait beaucoup par l'Albanie, des ententes avec des centres de détention qui ont été créés en Albanie. Et c'est ce que M. Starmer est venu étudier. C'est donc dire que quand on entend chez nous Justin Trudeau parler de mettre la pédale douce sur l'immigration, c'est qu'il y a au sein de cette gauche de pouvoir une espèce prise de conscience, constatation
que ça ne marche plus parfaitement. Nous y reviendrons parce que, franchement, c'est à marquer d'une pierre blanche. Je comprends pas que ça n'ait pas occupé davantage d'espace média. Peut-être justement parce qu'il y a un fond de mauvaise conscience, mais c'était surprenant, sinon même risible, de voir cet homme de gauche s'attaquer à la droite qui n'a pas fait la job en fermant mieux les frontières. On s'en parle souvent. Moi, je pense que les mouvements migratoires sont tellement devenus l'enjeu numéro 1, sont en train de redéfinir essentiellement la politique à travers le monde. Stéphane, merci beaucoup. On se reparle demain.